Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour cet avant-dernier chapitre d'histoire de l'année de seconde. Alors nous restons toujours dans les mêmes bornes chronologiques, c'est-à-dire le XVIIe, XVIIIe siècle, mais cette fois-ci nous allons nous intéresser au développement des sciences. Nous allons donc faire une sorte d'histoire scientifique en voyant finalement comment les sciences ont évolué du XVIIe au XVIIIe siècle et quel impact cela a eu sur la vision finalement que les contemporains avaient de la politique et du savoir en général. Donc finalement, quand on fait l'histoire des sciences, on est obligé de faire aussi de l'histoire politique, parce que l'histoire des sciences influence l'histoire politique, mais aussi, on va le voir durant ce chapitre, le politique influence le développement des sciences. Donc la problématique de ce chapitre, finalement, c'est comment l'essor d'un nouvel esprit scientifique transforme-t-il la société des Lumières. Et la citation, elle est tirée du célèbre auteur français Denis Diderot, qui est aussi, avec d'Alembert, le père de l'encyclopédie, puisqu'il est à l'origine de ce projet-là. Et Diderot disait « Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire », sachant qu'à cette époque, la philosophie a une vision plus large qu'elle n'en a aujourd'hui. Donc, c'est presque comme si Diderot utilisait philosophie et le savoir finalement comme des synonymes. Et donc, du coup, il y a cette idée de populariser le savoir, de le diffuser dans la partie la plus large de la population. Et le document d'accroche, c'est une peinture de Rembrandt. Rembrandt, c'est un célèbre peintre de la Renaissance flamande, donc, et qui a cette particularité de travailler sur le clair-obscur. Donc de laisser des parties de ces tableaux très, très sombres, au contraire d'autres très illuminés pour mieux le mettre en avant. Et là on voit que finalement ce qui est mis en avant, c'est le cadavre en train d'être disséqué. Donc on est finalement dans cette dynamique là du chapitre qui est faire des expériences, attiser sa curiosité et surtout diffuser le savoir parce qu'on est dans une leçon d'anatomie. C'est-à-dire que ce n'est pas comme Léonard de Vinci que l'on avait vu précédemment qui lui faisait ses dissections de nuit seul pour apprendre pour lui-même. Là on a quelqu'un qui visiblement sait déjà comment fonctionne l'anatomie et qui l'apprend à un groupe de savants ou d'étudiants. Donc la dynamique dans ce chapitre, ce sera toujours, voilà, quelles sont les nouveautés, les découvertes, mais surtout ensuite comment ces découvertes, elles sont diffusées dans le reste de la société. Parce que vous pouvez être un inventeur, si votre invention, vous ne la diffusez pas, ça n'a pas un grand impact, voyez-vous. Or là, le XVIIe et le XVIIIe siècle sont des siècles où il y a beaucoup d'inventions, mais où surtout ces inventions ensuite sont très largement diffusées. Donc notre première partie, c'est l'essor d'un nouvel esprit scientifique. Alors pourquoi vous mettre cette frise chronologique? On ne fera pas d'histoire politique, mais juste pour voir que finalement ce dont on va parler là va du début du XVIIe siècle, donc Louis XIII, jusqu'à la fin, donc Louis XVI. Tout ce qu'on a vu sur Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, finalement, ce sont des contemporains des savants dont on va parler là, comme Newton, Francis Bacon ou René Descartes. Alors, tout d'abord, il faut savoir que jusqu'au XVIe siècle, la pensée scientifique, son premier souhait, c'est d'être conforme à la Bible et aux grands savants de l'Antiquité, comme Aristote. Donc du coup, toutes les expériences qui viendraient en contradiction avec ce que l'on retrouve dans les textes sacrés ou dans les textes anciens est très mal perçue. Et là, je vous ai mis l'arbre des connaissances, finalement, tel qu'on le retrouve dans l'encyclopédie. Et pourtant, l'encyclopédie, on va le voir dans la prochaine vidéo, mais ça illustre une prise de distance par rapport à l'Église. Et bien même dans l'encyclopédie, on voit qu'en premier, on a la mémoire, et la mémoire commence par l'histoire sacrée. Donc,
il y a quand même une place assez importante donnée à la religion. Vous voyez que l'histoire sacrée pour ce qui est de la mémoire et pour la raison, c'est la science de Dieu avec la théologie. Donc même dans l'encyclopédie qui pourtant va à rebours quand même de beaucoup de dogmes de l'Église, eh bien on a la théologie, c'est-à-dire l'étude des questions religieuses, qui semble dominer et orienter les autres savoirs. Sauf que, eh bien, des inventions sont faites, comme Galilée. Galilée qui est célèbre finalement pour avoir repris et défendu la thèse de Copernic sur l'héliocentrisme, cette idée que finalement c'est le Soleil qui est au centre de notre système et pas la Terre. Donc l'opposé de l'héliocentrisme, c'est le géocentrisme. La Terre est immobile et les astres tournent autour. L'héliocentrisme, le Soleil est immobile et les planètes gravitent autour. Et pourquoi Galilée finalement défend cette thèse de l'héliocentrisme? Eh bien parce qu'il a mis au point une nouvelle lunette astronomique qui lui permet d'avoir des relevés plus précis. Et à partir de ces relevés, il voit bien que le système du géocentrisme ne peut pas fonctionner. Alors, ça lui vaut quand même d'être accusé d'hérésie par l'Inquisition, et finalement, Galilée se rétracte. Alors, il n'est pas mis à mort, hein, mais il est, on va dire, sous surveillance. Et ça montre quand même comment la science essaye difficilement, au début du XVIIe siècle, de s'émanciper du pouvoir religieux. De la même façon, les dissections qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain viennent un peu en opposition des conceptions médicales de l'Antiquité et surtout de la vision religieuse, parce que le corps humain étant fait à l'image de Dieu, les catholiques acceptent assez mal que l'on pratique la dissection. Alors, tout ça pour vous dire que apparaît un nouveau rapport à la science que l'on appelle la science expérimentale. C'est-à-dire que c'est une science qui ne se fie pas à des impressions, à un raisonnement, mais qui se fie à une expérience tout d'abord. Et ça c'est important parce que nous n'en sommes pas sortis finalement de cette vision-là des sciences. C'est-à-dire que normalement, en physique, en chimie, quand vous commencez une leçon, avant de voir la loi physique, avant de faire le cours, vous commencez par un travaux pratique. Vous faites l'expérience, vous faites des relevés, et de ça, vous en déduisez ensuite la loi. Et ça, c'est fondamental. Dans la science expérimentale, c'est l'expérience d'abord, le raisonnement et la loi ensuite. Alors, un exemple de ça, finalement, c'est Newton, qui révolutionne la physique en élaborant la loi de la gravitation universelle. C'est-à-dire que pour Newton, les corps sont attirés par l'objet le plus lourd. Donc pour tout ce qui est à la surface de la Terre, eh bien, la gravitation elle sera vers le centre de la Terre. Mais techniquement, en fait, la pomme aussi a une force de... La Terre est attirée vers la pomme, c'est juste que la différence de masse entre la pomme et la Terre est telle que finalement le pouvoir d'attraction de la pomme est très négligeable comparé au pouvoir d'attraction de la Terre. Et pour la petite histoire, la légende voudrait que Newton ait eu cette révélation en faisant la sieste sous un pommier et que la pomme lui tombant sur la tête et le réveillant, il se dit mais comment ça se fait que toutes les pommes tombent uniquement en direction du sol. Et de là, il en a fait des travaux et déduit la loi de la gravitation. Petite parenthèse, vous verrez jamais un historien dire ben voilà, moi je faisais la sieste sous un pommier et là, pouf, j'ai eu une révélation sur le fonctionnement de la Ve République, par exemple. Parce que nous sommes des gens sérieux, nous on bosse, mais effectivement, les gens qui font de la physique, ils n'ont rien d'autre à faire que faire un petit roupillon sous un arbre pour ensuite en déduire leur petite loi. Voilà, donc ça c'était le gros clash du prof d'histoire géo à ne pas reproduire en cours de physique-chimie, hein. Attention. Hein. Donc bon, Newton, c'est la gravitation universelle. Un autre qui aujourd'hui est très célèbre en tant que philosophe, mais peu en tant que savant, alors que pourtant à son époque c'était aussi un grand savant, c'est René Descartes, qui lui produit des lois sur la mécanique et sur l'optique, c'est-à-dire la vision, les lunettes, etc.
Donc de nouveaux instruments sont mis au point qui permettent d'avoir des mesures toujours plus précises, comme le microscope, mis au point finalement à la fin du XVIIe siècle, ou encore la pompe à air, qui permet finalement de créer du vide, alors de sortir l'air d'un espace et de voir ce qui se produit dans un espace où il n'y a rien. Et alors moi j'adore cette peinture. Pourquoi? Bon, déjà ça montre effectivement que on veut diffuser le savoir. On a une famille bourgeoise, on connaît le papa, plutôt bien habillé, probablement la fille et le gendre, blablabla. Le scientifique fait l'expérience avec ses relevés, et donc cherche à diffuser le savoir. Bon, mais moi ce que j'adore, c'est que visiblement les enfants, ils n'ont pas l'air très très fans. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait le scientifique? Il a dit, ben, regardez, je vais sortir l'air de cet endroit et on va voir ce qui se passe avec le petit oiseau. Tiens, alors petit garçon, est-ce que tu peux aller me chercher l'oiseau ici dans la cage? Alors lui, on voit qu'il n'a pas l'air déjà très fan, mais alors les petites filles, alors elles se disent, mais il est mort. C'est d'accord, on est obligé de tuer un petit oiseau là pour voir qu'il y a du vide et que dans le vide on ne peut pas respirer. Donc, moi j'aime bien, voilà, les gens sont impressionnés, très attentifs, mais les filles n'ont pas l'air fans véritablement de cette science expérimentale. Bon, voilà, moi je trouve ça trop chou. Je trouve ça un peu trop chou parce qu'on voit que lui il est vraiment à fond dans son expérience et qu'elles elles sont à fond dans le pauvre petit oiseau qui vient de mourir. Bon, petite parenthèse. Alors comme je vous disais, les sciences, le développement des sciences n'est jamais loin du politique. Et le politique a tout intérêt finalement à développer les sciences parce que ces sciences elles peuvent avoir des retombées pratiques. Je sais pas, faire des travaux, des découvertes pour l'ingénierie ou pour les canons, pour l'armée, pour l'économie. Donc, et puis, il y a aussi une idée, avoir les meilleurs scientifiques, c'est avoir du prestige. Donc finalement, il y a un mécénat des rois, des princes, qui vont soutenir les scientifiques, tout comme ils soutiennent aussi les artistes. Alors, pour cela, de nouveaux lieux sont créés. Des laboratoires, certes, mais surtout les académies. Et ces académies, elles sont sous le patronage royal, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, à Londres, on parle de la Royal Society. Elle a été créée en 1662, et vous voyez que juste après, en 1666, Louis XIV fait créer l'Académie royale des sciences à Paris. Alors, ce tableau date de 67, mais l'Académie a été créée un an plus tôt, et on la voit là, derrière ici. Donc finalement, il y a cette idée pour le pouvoir royal de renforcer cette course à l'innovation. Des observatoires aussi sont construits en périphérie des grandes villes. Alors les observatoires, ce sont des, on le voit ici, hein, des dômes qui sont mis généralement en périphérie et en hauteur, de manière à pouvoir observer les phénomènes astronomiques. Là, vous avez l'observatoire de Paris, par exemple, qui a été créé en 1667. D'ailleurs, ce n'était pas l'Académie, c'était l'Observatoire de Paris, je crois qu'on a là en fond. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, en périphérie des grandes villes, on voit que la ville, progressivement, est en train de s'étendre jusqu'à l'Observatoire, et même au-delà. Mais vous vous doutez bien que Paris, au XVIIe siècle, c'était beaucoup plus réduit, et donc ici, on était à la campagne. Vous avez un observatoire aussi, le même en moins beau, parce que ce sont les Anglais, et donc les Anglais, dès qu'ils font quelque chose, c'est forcément moins bien que les Français. Ben là, il s'agit de l'observatoire de Greenwich. Parfois, les gens qui ne connaissent pas prononcent Greenwich, mais en fait, les Londoniens disent Greenwich. C'est dans la banlieue de Londres. Il y a un très beau parc, où vous pouvez voir beaucoup d'écureuils si vous allez à Greenwich. Et où il y a toujours cet observatoire-là, et le fameux méridien. Parce qu'il a bien fallu, quand on a fait les latitudes et les longitudes, prendre le méridien 0. Et aujourd'hui, c'est le méridien de Greenwich qui est le méridien 0. Alors que pendant longtemps, en plus, ça a été le méridien de Paris. Mais comme les Britanniques se sont imposés sur la scène internationale comme la principale puissance militaire et politique, eh bien, ils ont aussi imposé leur système de mesure et ce fameux méridien de Greenwich. Comme quoi, finalement, les liens entre pouvoir politique et développement des sciences sont toujours très importants. Bon, on peut se venger en se disant qu'à la Révolution française, nous avons mis au point, nous les Français, le système métrique.
les mètres, les centimètres, etc. Et que dans la majorité des pays du monde, c'est ce système-là qui a été diffusé. Eux, ils continuent à parler en gallons, en pieds, en pouces, mais ben, c'est pas du tout pratique. Parce que il y a combien de pouces dans un pied? Enfin voilà, c'est des mesures médiévales qui montrent que finalement, les Britanniques restent quand même un peuple assez arriéré. Et je pense que le match d'ouverture du tournoi Destination en rugby l'a bien montré. Hein. Voilà. Alors, évidemment, c'est du second degré, mais je pense que de toute façon, les derniers qui regardent encore mes vidéos ont commencé à comprendre un petit peu mon fonctionnement. Hein. J'adore les Britanniques, à part quand ils essaient de faire un barbecue avec Jeanne d'Arc. Gros bisous. Alors, pour terminer cette partie, il faut dire que finalement, à la fin du XVIIe siècle, les savants ne sont pas spécialisés encore. Ils sont des savants pluridisciplinaires, un petit peu touche-à-tout, qui sont aussi bien astronomes, physiciens, mathématiciens, philosophes, et parfois même qui pratiquent ce qu'on appelle de la pseudoscience, comme l'alchimie. C'est-à-dire que l'alchimie, il n'y a aucun fondement scientifique à l'alchimie. Eh bien, pourtant, Isaac Newton était aussi un alchimiste. L'alchimiste, c'est cette idée que l'on peut permuter les matériaux, qu'ils ont des propriétés secrètes et qu'on pourrait créer la pierre philosophale capable de transformer le plomb en or. Bon. Pierre philosophale, alors c'est assez intéressant parce que là, il y a un récit de fantasy qu'on appelle une uchronie. Une uchronie, en fait, c'est un récit qui réécrit l'histoire en se disant que se serait-il passé si. Et alors là, ça c'est intéressant parce qu'il s'intéresse à cette époque, Greg Case, en se disant, et si l'alchimie existait véritablement? Et finalement, nous sommes en 1720, grâce à l'alchimie, Louis XIV est encore en vie, et s'ensuit une guerre entre la France et l'Angleterre, où l'alchimie tient un grand rôle. Donc voilà, je vous conseille L'Âge de déraison si vous êtes intéressé à cette période, et si vous dites, ah ben tiens, à quoi pourrait ressembler l'histoire si on y mettait un aspect un petit peu surnaturel. Moi j'apprécie beaucoup les récits comme ça. Il y en a un de David Gemmell sur le lion de Macédoine qui s'intéresse à Alexandre le Grand, finalement. Et s'il y avait un aspect un petit peu fantastique derrière la légende d'Alexandre le Grand et que finalement il avait l'esprit du chaos en lui qui lui faisait parfois un petit peu péter les plombs, comme on dit vulgairement. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses assez inexplicables dans la biographie d'Alexandre le Grand. Bon, quoi qu'il en soit, donc au XVIIe siècle, pas de claire distinction entre science et pseudoscience. Donc la pseudoscience, l'alchimie, ça peut être aussi l'astrologie. Autant l'astronomie, c'est l'étude des astres, comment ils gravitent les uns autour des autres. L'astrologie, c'est cette idée que suivant votre date de naissance, on peut prédire votre vie, on peut prédire votre journée, etc. etc. Ah, les Sagittaires, aujourd'hui vous allez rencontrer l'amour, blablabla. Le fameux horoscope. Donc ça, c'est de la pseudo-science. On pourrait dire, je vais polémiquer là. L'homéopathie, quelque part, est de la pseudo-science. Parce qu'il n'y a aucune étude scientifique qui dit qu'avec de l'homéopathie, vous guérissez mieux qu'avec un placebo. Voilà, alors peut-être que vos parents prennent de l'homéopathie et vont m'envoyer des mails d'insultes pour me dire que l'homéopathie c'est très bien. Attention, je n'ai rien contre l'homéopathie. Moi-même, je suis très gourmand et j'adore le sucre. Et donc, si on me donne des gélules de sucre, je suis très très heureux. Mais la science expérimentale demanderait que finalement on prendrait 10 000 personnes avec une pathologie. À ces 10 000, on en prend 5 000 à qui on donne rien, 5 000 à qui on donne l'homéopathie. Et on voit le pourcentage finalement de rémission dans les deux cas. Et s'il est plus important dans le groupe qui prend l'homéopathie, bon, on pourra en déduire que l'homéopathie a un effet. Dans le cas inverse, eh bien, on va dire qu'il n'en a pas. C'est ça la science expérimentale. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas « Ah, je veux que ça existe » ou « Ah, moi, je me suis senti bien après avoir pris ce médicament, donc le médicament fonctionne ». C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'un médicament, si on l'étend à des millions de personnes, il faut faire ce test à grande échelle. Il peut y avoir tout un tas de raisons qui font que vous alliez mieux. D'ailleurs, je ne sais pas, si vous êtes malade, vous pouvez manger des radis, vous verrez qu'à part si c'est un cancer, normalement, vous irez mieux tout seul, alors que vous aurez juste mangé des radis. Donc, est-ce que ce sont des radis qui vous soignent, ou est-ce que c'est juste que vous vous soignez tout seul? Bonne question. Bon. Mais bon, de toute façon, là, je sens que je vais me faire des ennemis. Je ne parle pas de l'hydrochloroquine, là, de Raoul.
Non, non, je vais pas me lancer là-dessus. Non, je vais pas me lancer dessus, ce serait vraiment m'attirer des ennuis. Et je viens enfin de finir de bricoler ma maison, donc je préférais éviter qu'on me la brûle. Donc sur ce, nous avons vu comment émerge un nouvel esprit scientifique au XVIIe siècle. Au prochain cours, nous verrons finalement comment ces sciences vont modifier la société et en quoi la société du XVIIIe siècle est omnibulée par une idée fixe qui est l'idée de progrès, en étant convaincu que finalement le progrès dans les sciences va produire un progrès social, c'est-à-dire un progrès sur la société. Et allez, petite digression pour ceux qui me suivent encore et pour l'alchimie, Nicolas Flamel. Si comme moi vous êtes complètement fan de l'univers créé par J.K. Rowling à travers la saga Harry Potter, mais aussi les excellents films Les Animaux Fantastiques, vous avez probablement entendu parler de Nicolas Flamel, le célèbre alchimiste qui possède la pierre philosophale. On le retrouve dans Harry Potter 1, mais on le retrouve aussi dans Les Animaux Fantastiques. Eh bien, sachez que Nicolas Flamel a véritablement existé au 14-15e siècle en France. Et alors, pourquoi on le dit alchimiste? C'est très drôle parce qu'en fait, Nicolas Flamel, qui est le plus célèbre des alchimistes, parce que d'ailleurs J.K. Rowling l'a réutilisé dans son univers, en fait, n'a jamais fait d'alchimie. Mais cette légende de Nicolas Flamel comme alchimiste s'est créée plusieurs siècles plus tard, parce qu'en fait, Nicolas Flamel était une personnalité extrêmement riche qui, à la fin de sa vie, a légué une part considérable de sa fortune pour créer des hôpitaux, pour faire des bonnes œuvres en quelque sorte. Et donc la légende s'est construite derrière que pour être aussi riche, Nicolas Flamel avait forcément trouvé une pierre capable de transformer le plomb en or et que c'était ça qui était à l'origine de sa richesse. D'où le fait qu'on en a fait finalement le père de l'alchimiste alors que nous n'avons aucune preuve que Nicolas Flamel, en son temps, ait pratiqué l'alchimie. Voilà, donc je trouve ça assez rigolo de se dire que cette personnalité-là, qui est une personnalité historique, qui a été reprise dans un univers très, très célèbre, l'univers de J.K. Rowling, en fait, n'a rien à voir avec l'alchimie et que tout ça est parti d'un malentendu parce que juste il était extrêmement riche. Voilà, ben écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et la fois prochaine je vous ferai aussi une belle petite digression sur Alfred Nobel. Vous verrez, elle sera assez drôle. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour ceux qui reprennent parce que nous avons 2 journées de cours seulement, mais bon, c'est toujours ça de prix, la semaine prochaine. Et pour les autres, eh bien, à bientôt sur YouTube.